Au cours de cet atelier, nous ne nous concentrerons pas tant sur les différentes techniques d'éducation que sur un changement de mentalité, une nouvelle approche et une nouvelle attitude. Nous découvrirons ainsi que de nombreuses techniques s'harmonisent spontanément. Notre objectif est de permettre à l'enseignement efficace de couler spontanément de cette nouvelle attitude. Ces 3 jours seront donc axés sur un changement psychologique interne. En tant qu'enseignant, il est important de comprendre notre rôle dans la situation mondiale actuelle. Le monde entier traverse une crise sans précédent à tous les niveaux de la vie humaine. L'éducation est essentielle pour surmonter cette crise, car nous préparons la prochaine génération qui dirigera le monde. Il est donc crucial de savoir pourquoi, quoi et comment nous enseignons. Nous devons viser à former de bons êtres humains capables de dépasser leur propre humanité. Le corps, l'esprit et le cœur de l'élève sont les parties que nous devons adresser, et nous devons leur enseigner plus que de simples compétences de survie. Notre objectif ultime est de les aider à dépasser leurs limites et à réaliser leur plein potentiel. Le texte parle du développement de soi à travers 4 dimensions, le corps, les émotions, l'esprit et l'âme. Il souligne l'importance de la beauté, non seulement esthétique, mais aussi dans les mouvements et les émotions. Il met en évidence le besoin de développer l'esprit pour atteindre la perfection de la vie. Le texte évoque également une 5e dimension, la dimension spirituelle, qui est la réalisation ultime de soi-même. Enfin, il remet en question le système éducatif actuel et propose un nouveau modèle de développement basé sur ces 4 dimensions. Ce texte met en évidence la mentalité industrielle qui prévalait dans le système éducatif. L'éducation était considérée comme une usine où l'enfant était considéré comme une matière première. L'enfant était soumis à un processus de production en série, avec des classements en grades et des tests d'examen. Cette approche uniformisée ne prenait pas en compte la variabilité individuelle et n'encourageait pas la créativité et le bonheur des enfants. Les gagnants étaient considérés comme réussis et les autres comme des échecs, ce qui conduisait à une perte de joie et de motivation chez les élèves. De plus, le système se focalisait sur l'information objective et factualisée plutôt que sur l'information subjective et limitait les connaissances à des faits historiques sans importance pratique. Cette mentalité industrialisée de l'éducation a conduit à des problèmes tels que la dyslexie due à une pression excessive sur le développement du cerveau à un âge précoce. Enfin, le texte souligne également la prolifération des cours particuliers, qui sont devenus une importante entreprise, mais qui ne résolvent pas les problèmes fondamentaux du système éducatif. Dans cet extrait, l'auteur discute du problème de pression et de stress que subissent les enfants dans le système éducatif, notamment au Japon où les taux de suicide sont particulièrement élevés. Il remet en question la façon dont l'éducation est abordée et propose une nouvelle perspective basée sur l'idée que chaque enfant est une âme en évolution. Il encourage les parents et les enseignants à comprendre les besoins et les aspirations de chaque enfant et à les accompagner dans leur développement plutôt que de leur imposer leurs propres idées et attentes. Selon lui, l'éducation doit être centrée sur l'épanouissement de l'enfant et la réalisation de son potentiel unique. Il compare ce processus d'éducation à la création artistique, où les 5 éléments, terre, eau, feu, air, et terre, sont impliqués pour façonner la personnalité de l'enfant. Il propose ainsi une approche globale de l'éducation qui vise à nourrir et à libérer le potentiel de chaque enfant. L'éducation est un processus de transformation de l'enfant, le préparant et le renforçant avec le feu de la connaissance. Comme lors de la cuisson, l'eau s'évapore et ne laisse que l'enfant lui-même, tel qu'il est censé être. L'air est le 4e élément, le moyen par lequel nous communiquons notre expérience, notre perspicacité et notre savoir à l'enfant. Le 5e élément est l'éther, l'environnement dans lequel se déroule tout le processus éducatif. Cet environnement subtil et puissant façonne l'enfant de l'extérieur et de l'intérieur, de manière inconsciente pour nous. Dans ce processus éducatif, il est essentiel de laisser résonner ce que nous sommes en train d'apprendre dans notre cœur, car si cela ne résonne pas, cela ne peut être vrai. En examinant ces 5 éléments, nous réalisons que ce que nous discutons n'est ni nouveau ni vieux, mais déjà présent dans notre cœur. L'environnement, physique, psychologique et spirituel, a un pouvoir majeur sur nous, car il façonne notre caractère et nos actions. Il est important de créer un environnement physique attrayant et d'impliquer les enfants dans sa beautification, afin qu'ils puissent ressentir la joie de transformer et de créer quelque chose de beau. De même, l'ambiance psychologique de l'école, qui favorise le questionnement, la réflexion et la créativité, est essentielle pour une véritable éducation. Dans cet extrait, l'auteur aborde le sujet de l'éducation en soulignant l'importance des défis pour les élèves. Il affirme que poser des questions et chercher des réponses stimule la créativité et encourage les enfants à prendre leurs propres réflexions. Il souligne également l'importance de l'environnement et de l'exemple donné par les enseignants dans la transmission de messages implicites aux enfants. L'auteur affirme ensuite que l'enseignement n'est pas une transmission directe de connaissances, mais plutôt une manière d'aider les enfants à découvrir les connaissances qui sont déjà en eux. Il constate que l'éducation doit susciter une expérience de AA où les enfants se rendent compte qu'ils connaissent déjà la réponse et non qu'à la découvrir. L'auteur soutient que l'éducation ne peut être enseignée, mais que les enseignants doivent jouer un rôle de facilitateur en aidant les enfants à surmonter les obstacles qui les empêchent de reconnaître leurs connaissances internes.
Il mentionne également le rôle essentiel de la curiosité innée chez les enfants et souligne que l'apprentissage se fait par la communication de connaissances et l'utilisation de ces outils. La curiosité et l'imitation sont deux cadeaux de la nature que nous, en tant qu'enseignants et parents, devons nourrir pour aider les enfants à apprendre et se développer. La curiosité est une force puissante chez les enfants et en l'alimentant avec une variété d'expériences, nous encourageons leur intérêt pour découvrir le monde qui les entoure. Lorsque les enfants posent des questions, il est important d'y répondre de manière encourageante et de ne jamais décourager leur curiosité. Si nous ne connaissons pas la réponse, nous pouvons les amener à chercher auprès de quelqu'un qui sait. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, nous les guiderons vers la découverte des réponses par eux-mêmes en leur posant des questions. L'imitation est également un outil puissant que les enfants utilisent pour apprendre et grandir. En tant qu'enseignants et parents, nous devons être conscients de l'exemple que nous donnons. Il est essentiel d'incarner les valeurs que nous voulons transmettre aux enfants, car ils nous regardent comme des modèles. Nous devons donc nous efforcer de vivre selon nos propres idéaux, même si nous ne sommes pas parfaits. En racontant des histoires sur des figures historiques ou des héros exemplaires, nous permettons aux enfants de s'identifier à ces personnages et d'expérimenter les valeurs qu'ils incarnent. Les valeurs ne peuvent pas être enseignées uniquement par des explications ou des cours moralisateurs. Ils doivent être vécus et ressentis par les enfants à travers des récits inspirants. En encourageant la curiosité et en offrant des modèles positifs à imiter, nous pouvons aider les enfants à apprendre et grandir de manière autonome. Le texte souligne l'importance d'enseigner les valeurs par l'expérience plutôt que par l'explication. L'éducation actuelle favoriserait l'hypocrisie car elle se base sur la justification intellectuelle plutôt que sur la véritable expérience des valeurs. L'auteur suggère de raconter des histoires et de créer des occasions de jeu pour permettre aux enfants de vivre et d'expérimenter les valeurs telles que le courage, l'amour et le désintéressement. Il souligne également l'importance de tenir compte de la nature et des aspirations de chaque enfant afin de les aider à développer leurs forces pour surmonter leurs faiblesses. En bref, l'éducation devrait être basée sur l'observation de l'enfant, en adaptant l'approche pédagogique à son tempérament et en lui permettant de grandir de manière naturelle. L'orateur explique qu'il y a 3 types de tempéraments, en liés à l'apprentissage. Le premier type est visuel, où les enfants apprennent en observant et en lisant. Ils sont également généralement bons en mathématiques car cela implique des symboles visuels. Le deuxième type est auditif, où les enfants préfèrent écouter plutôt que de lire. Ils comprennent mieux lorsqu'on leur explique verbalement. Le troisième type est kinesthésique, où les enfants ont besoin de toucher et de manipuler pour comprendre. Ceux-ci peuvent avoir du mal à rester assis et à écouter, et peuvent être considérés comme des décrocheurs scolaires. Il est important de comprendre le tempérament de chaque enfant pour adapter l'enseignement à ses besoins. L'orateur mentionne également qu'il y a d'autres types de tempéraments qui sont attirés par la connaissance, les défis, l'organisation et le travail individuel. Ces tempéraments sont importants à prendre en compte pour comprendre les différences entre les individus. L'hérédité a peu à voir avec notre personnalité, c'est notre individualité qui compte. Il s'agit de savoir si nous sommes attirés par le savoir, le dynamisme, l'action, le leadership, le plaisir, l'organisation ou la perfection et le travail. Ces traits correspondent au pouvoir de l'âme ou au pouvoir divin de Dieu, connus sous les noms de Maheshwari, Mahakali, Mahalakshmi et Mahasarasvati. Il est important de reconnaître notre propre tempérament, car c'est en le suivant que nous grandissons en force et en capacité. Les enfants poussés à se spécialiser dans des domaines qui ne leur conviennent pas peuvent perdre leur intérêt et leur motivation. Il est donc crucial de nourrir et de développer le tempérament naturel de chaque enfant afin qu'ils puissent réaliser leur plein potentiel. Il est également important de respecter la séquence naturelle de développement de l'enfant, en commençant par ce qui est simple, évident, tangible et proche de lui, pour ensuite progresser vers des concepts plus abstraits et éloignés. Le développement se fait d'abord au niveau des sens, puis des émotions et enfin de l'intellect. Dans chaque étape, il y a des sous-étapes qui correspondent à l'évolution des sens, des émotions et de la pensée. L'intellect se développe généralement vers l'âge de 17 ans, lorsque les jeunes deviennent conscients d'eux-mêmes et de leur identité. Le processus de formation et de cristallisation de la personnalité se déroule progressivement, selon une séquence programmée par la nature. Il est important de suivre cette séquence de développement, car si une étape est sautée, il est difficile de la rattraper plus tard. Par exemple, si les sens physiques ne sont pas correctement développés à l'âge de 3 ou 4 ans, il est difficile d'apprendre à observer les couleurs plus tard. Chaque étape de développement présente différentes activités intéressantes pour l'enfant, en fonction de son niveau de personnalité spécifique. Par conséquent, il est essentiel d'observer l'enfant et de comprendre ce qui l'intéresse le plus à chaque étape afin de pouvoir l'aider à développer sa personnalité de manière optimale. L'apprentissage de l'histoire est souvent mal abordé, avec une focalisation excessive sur les périodes anciennes qui n'ont pas de lien culturel avec l'enfant. Au lieu de cela, il est important de commencer par l'apprentissage de soi et de sa propre famille, car cela permet à l'enfant d'acquérir un sentiment de respect de soi et de force. Par exemple, en apprenant que son grand-père était un homme honorable qui avait des idéaux et des principes, l'enfant développera un respect pour lui-même et cherchera à vivre selon ses principes. Un exemple concret de l'importance de connaître son histoire est la question de la corruption dans la société.
Au lieu de tenter de lutter contre la corruption en faisant des discours moralisateurs, il est important de comprendre pourquoi une personne devient corrompue. Lorsqu'un individu a un fort sentiment de respect de soi, il ne se laissera pas corrompre, car cela impliquerait de baisser ses propres standards et valeurs. Ce respect de soi est ancré dans la connaissance de son passé et de ses ancêtres, qui ont lutté et souffert pour obtenir la liberté dont nous bénéficions aujourd'hui. L'ignorance de cette histoire et de ses sacrifices est la raison pour laquelle la société actuelle est confrontée à la corruption. En connaissant notre passé, nous pouvons rétablir le respect de soi et lutter contre la corruption de manière efficace. Une observation intéressante est que toutes les grandes civilisations ont rendu hommage à leurs ancêtres et ont connu leurs souffrances. Par exemple, Israël a réussi à survivre malgré des pressions extrêmes grâce à l'éducation des enfants sur les 6 millions de Juifs morts pendant l'Holocauste. Cette connaissance de la souffrance passée confère une force morale immense. Malheureusement, en Inde, nous ne sommes pas informés du fait que 30 millions d'Indiens sont morts de faim pendant les premières années du régime britannique. Cette ignorance nous empêche de développer le respect de soi et de lutter efficacement contre les problèmes actuels de la société. Ainsi, il est crucial de connaître notre histoire et de reconnaître les sacrifices faits par nos ancêtres pour construire un avenir meilleur. Sous le règne britannique, des millions d'Indiens sont morts de faim pendant la guerre. Les Britanniques avaient pris les céréales cultivées par les Indiens et les avaient stockées pour la guerre. Cette tragédie est souvent ignorée dans l'enseignement de l'histoire. L'auteur souligne l'importance de connaître son histoire pour avoir de la fierté et de l'estime de soi. Dans le domaine de l'éducation, il propose 3 principes: aller du proche au loin, consulter l'esprit dans sa croissance et satisfaire la curiosité et l'imitation spontanée. Ces principes permettent de réorganiser le contenu de l'enseignement et de susciter l'intérêt des élèves en s'appuyant sur leur propre centre d'intérêt. Tout sujet peut être enseigné à travers la fenêtre d'un autre sujet et toutes les connaissances sont liées les unes aux autres. Ces principes offrent des solutions et des pistes de réflexion pour résoudre les problèmes et les défis éducatifs. Dans cet extrait, l'orateur discute de l'apprentissage du cerveau et de 3 étapes clés pour faciliter l'assimilation de nouvelles informations. Il explique que le cerveau n'est pas à l'aise avec une étude fragmentée et qu'il préfère avoir un temps de jeu entre les sessions d'apprentissage pour relier les informations temporaires à la mémoire permanente. Les 3 étapes de l'apprentissage sont l'absorption, l'assimilation et la réexpression. L'orateur souligne également l'importance de la concentration et explique comment le système éducatif a évolué pour s'adapter à la capacité d'attention réduite de l'esprit moderne. Il propose ensuite différentes approches pour mettre en pratique ces principes dans la salle de classe. Dans cette synthèse, l'auteur donne des conseils aux enseignants pour améliorer le processus d'apprentissage des élèves. Il propose 3 étapes: l'étude, l'assimilation et la présentation. Pendant la période d'assimilation, les élèves sont encouragés à réfléchir, prendre des notes et discuter du sujet sans se préoccuper du reste du programme. L'auteur suggère également d'organiser des périodes de classe plus longues pour permettre une meilleure assimilation. Il explique comment tromper le cerveau en créant une continuité thématique entre les différentes matières pour favoriser la concentration et l'assimilation. Il remet en question l'idée que les enfants ne peuvent pas se concentrer pendant de longues périodes et explique comment la prise de pause régulière peut en fait améliorer l'assimilation. Finalement, il conseille les enseignants à ne pas juger un enfant comme étant incapable de se concentrer, mais plutôt à aider l'enfant à développer son attention en respectant ses besoins d'assimilation. L'idée de chanter OM pendant 2 minutes entre les périodes de classe a été mise en pratique dans le but d'améliorer l'apprentissage des enfants sans modifier la structure existante. Ils ont constaté que la rétention s'améliorait considérablement grâce à cet ajout. La raison était que le chant d'OM créait une sensation de paix et d'harmonie, permettant au cerveau de fonctionner librement. Ce temps d'assimilation était essentiel pour l'apprentissage. On a également constaté que la pratique quotidienne d'asanas à un horaire fixe, séparé des études, avait un impact positif sur la performance des élèves. Les asanas ont contribué à apporter une stabilité au système nerveux, ce qui est la base pour un esprit fonctionnel. L'importance d'apporter une tranquillité d'esprit tout au long de la journée pour faciliter l'assimilation des connaissances a été soulignée. Des exercices de purification de l'esprit ont été mentionnés comme moyen d'atteindre cette tranquillité d'esprit. L'immersion, c'est-à-dire l'apprentissage intensif par le processus en 3 étapes, a été présenté comme un moyen d'enseigner plus efficacement et de gagner du temps. Il a été constaté que ce processus permettait de couvrir le contenu de 2 mois en 1 mois, tout en améliorant la compréhension, la rétention et l'intérêt des élèves. Ce gain de temps libère du temps pour d'autres activités d'apprentissage, de créativité et de jeu. La provocation de la créativité chez les enfants a été présentée comme une autre méthode pour les aider à accéder au savoir. Au lieu de simplement donner des informations, les enseignants peuvent poser des questions qui incitent les enfants à réfléchir et à trouver des réponses par eux-mêmes. Cette approche encourage la remise en question des connaissances acquises et favorise une réflexion critique chez les élèves. Le temps libéré en optimisant les méthodes d'enseignement permet de mettre en pratique ces différentes approches éducatives. Dans cet extrait, le conférencier encourage l'utilisation du questionnement comme méthode d'enseignement afin de provoquer une réflexion et trouver des réponses. Il souligne l'importance de stimuler la pensée indépendante et créative des élèves, plutôt que de les former à être de simples suiveurs.
Il critique également l'attitude de la société qui valorise la simplicité et le conformisme, au lieu de promouvoir la pensée critique. L'orateur affirme que l'Inde, bien que culturellement riche, fait face à une perte de pouvoir de réflexion et de discipline. Pour remédier à cela, il appelle à provoquer la pensée et la créativité, afin de libérer les richesses intellectuelles et économiques du pays. Il conclut en mettant l'accent sur l'importance de la réflexion et de la créativité pour faire avancer la nation.